Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dunk Hebdo, notre bilan de ce match 3 des finales NBA. Et pour ce match 3, on va donc être 3 pour faire ce bilan, contrairement aux épisodes précédents où c'était un duo qui s'assurait de analyser, de décortiquer ce match des finales. Alors d'abord, il doit l'avouer, il est aux anges parce que son ancien protégé a réalisé une performance historique. Je parle de Jimmy Butler et je parle surtout d'Adrien. Comment ça va, Adrien ? Ça très bien, on a très bien dormi là, donc on est très content. Et puis, il revient parler de sa franchise favorite et de ses supporters préférés, c'est Alan. Comment ça va, Alan ? Salut Ben, salut tout le monde, ouais, très content de parler avec vous de ce match 3 hyper bizarre. Moi, c'est un sentiment, c'est le sentiment qui m'habite. Un match bizarre. On peut lire deux choses, j'ai l'impression. Un match, c'est vrai, un peu étrange. Certains se demandent s'il est unique. Et l'autre question qu'on voit souvent dans les médias US ou même français en ce moment, c'est est-ce que ce match 3 relance cette finale, ces finales NBA ? On va tenter d'y répondre. Avant ça, comme d'habitude, on vous invite à nous suivre sur Twitter. Comme d'habitude, on vous a demandé de nous poser quelques petites questions avant le début de l'épisode, d'où l'importance de nous suivre sur Twitter. Suivez-nous également sur les plateformes de streaming, Podcast Addict, Spotify, Stitcher, Deezer et Apple Podcast où on l'a tweeté ce week-end. On caracolait en tête, les gars, de la catégorie basketball sur Apple Podcast devant même les shows américains. Incroyable. Donc on vous remercie pour votre fidélité. Franchement, ça fait très chaud au cœur. Quand j'ai vu ce classement, je m'y attendais pas et je pense que toute l'équipe ne s'y attendait pas vraiment. Donc merci infiniment. On en a fini avec le moment, la séquence émotion. Puis on se retrouve juste après la petite pause pour débriefer ce match bizarre. Tournant de la série ou simple embûche sur le chemin du titre pour les Lakers, c'est la question qu'on se pose tous après ce match 3. Je vais commencer par toi, Alan, c'était pas ma trame de base, mais tu m'as dit que c'était un match bizarre. Pourquoi ? Pourquoi, selon toi, ce match 3, il était étrange ? Parce que si tu me dis que Miami gagne un match où Jimmy Butler fait un triple-double en 40-10-10 sans tenter un tir à 3 points, et qu'en face on a Anthony Davis qui, je crois, est à 15 points, pour moi, on est dans l'adjectif qui caractérise, c'est bizarre. Je pensais pas Jimmy Butler aussi fort individuellement pour faire un match de cette ampleur-là, un des matchs les plus forts offensivement qu'on ait vu en finale NBA. Le tout sans avoir l'arme du pull-up à 3 points dans son jeu. Et en même temps, une non-agressivité défensive complète du côté des Lakers qui ont fait que ils n'ont pas réagi à ce qu'a proposé Jimmy Butler et que ils se sont laissés battre par Jimmy Butler qui prenait le switch initial avec 20 secondes sur la possession, avait un match-up favorable face à un défenseur des Lakers et ensuite drivait pour aller au cercle, soit prendre la faute, soit mettre des petits turnaround jumpers comme il a été très adroit sur ce genre de choses, ou alors trouver quelques shooters dans les coins. Zéro adaptation du côté comment on appelle ça, des Lakers, zéro adaptation du côté de Miami parce que ça marchait. Et un Anthony Davis qui n'a pas existé offensivement, ce qui fait que le Heat pouvait se laisser Kelly Olynyk au poste 5 sans vraiment se faire atomiser défensivement. Voilà. Pour moi, tout ça, on rentre dans la catégorie du bizarre. Bizarre, sous-entendu, je donne la main à Adrien, quelque chose qui ne peut pas être réalisé à nouveau peut-être. Est-ce que c'est ça ? Alors je l'ai dit en introduction, c'est une des questions qui se posent en ce moment. Est-ce que ce match c'est juste c'est un coup d'éclat d'un Jimmy Butler historique, ou alors, et personnellement c'est ce que je pense, il y a des éléments qui permettent et il y a des éléments qui montrent que le Heat a trouvé certaines failles dans le jeu des Lakers. C'est un peu de tout, c'est plusieurs facteurs, comme vous dites, comme le dit Alan aussi également. Mais d'abord, moi, j'aurais commencé avec un mea culpa sur Jimmy Butler. Alors, à voir si c'est répétable, on va en parler durant la suite de la série. Mais pour le coup, on avait dit que Jimmy Butler avait trouvé un costume pas trop grand pour lui dans ce hit collectif. Et là, avec l'absence de Dragic et Bam Adebayo, il a dû enfiler un costume plus grand, celui d'une superstar, on peut dire les choses. C'est un match historique en finale NBA. Et il a réussi à rentrer dedans et à faire un match extraordinaire. Donc déjà, mea culpa, et je suis très heureux que Jimmy Butler ait pu proposer un match de ce niveau-là. Ensuite, on est bien d'accord, il y a plusieurs facteurs qui expliquent cette performance de Jimmy Butler et du Heat, et c'est notamment des erreurs, on va dire, globales du côté des Lakers.
Et je suis pas sûr qu'un match à 40 points, 103 points, comme disait Alan, soit répétable, ne serait-ce que dès le match 4. Alors, je suis assez d'accord. Enfin, pour moi, il y a 3 types d'éléments dans ce match. C'est un match très très riche. Il y a les éléments qui, oui, sont peut-être de l'ordre de l'exception. Anthony Davis si peu impliqué. Alors après, il y a le problème des fautes. Jimmy Butler, à ce point historique, oui, ça c'est peut-être des choses qui vont pas être qu'on pourra pas reproduire. Après, je trouve qu'il y a des éléments qui sont peut-être un peu sous-estimés et qui sont majeurs et qui expliquent aussi la victoire du 8. Les Lakers, ça fait si on écarte, j'ai regardé les stats, j'écarte la première mi-temps du match 1 où les Lakers sont en feu à 3 points, les Lakers mettent plus un shoot extérieur et je trouve peut-être qu'on a minimisé dans le match 2 le fait que ils s'en sortent sans une adresse incroyable. Donc ça fait partir des choses qui sont mises en place et qui sont c'est des choses qui continuent en fait. Ce match 3 là, c'est pas une exception là, sur ce caractère-là. Et puis aussi les role-players des Lakers qui sont pas là et la capacité qu'a eu le Heat maintenant à trouver un moyen de contrer l'avantage physique des Lakers. Et ça c'est ultra important. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais c'est saisissant que quand Jimmy Butler, il commence son interview avec Rachel Nichols, il dit Rachel Nichols lui demande mais vous aviez dit que vous aviez découvert quelque chose, il fait oui, on doit défendre le rebond. Et ça change quand même complètement la série ça. Ça change la série, surtout parce qu'en plus, ils ont réussi à le contrôler sans leur meilleur rebondeur, quoi. Enfin, sans le Adebayo qui n'était pas là, qui a manqué un deuxième match de suite. Enfin, en plus, voilà, j'ai pas rajouté le fait qu'ils étaient sans 2 de leurs 4 meilleurs joueurs. Encore une fois, le Miami. Et ce qu'on avait vu vendredi soir dans le match 2, c'était la même opposition que le match d'hier. C'était pas de l'ordre à rassurer sur le futur de cette série et sur un potentiel retour du Heat, parce qu'en plus, quand on en avait parlé avec Madiane, les Lakers n'avaient pas été si adroits que ça dans ce match-là sur les role-players. Pourtant, ils avaient gagné. On aurait pu penser que Danny Green, je reviendrai sur son cas plus tard, ou Kentavious Caldwell-Pope aurait pu mettre un peu plus sanctionné sur les extérieurs. Et en fait, on s'est rendu compte hier, je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais que on a vu un 4e quart-temps où j'ai l'impression que c'était Markieff Morris qui prenait les tirs côté Lakers. Ouais, mais qui prenait les tirs côté Lakers, une non-agressivité au rebond offensif, moins d'agressivité au rebond offensif, comme tu l'as dit Ben, c'était vraiment une chose qu'ils ont fait pour vraiment couper les secondes chances aux Lakers. Et puis ensuite, voilà, offensivement, on pourra revenir sur ce qu'a fait Butler. Ouais, non, mais c'est intéressant ce que vous dites là sur les role-players qui n'ont pas mis dedans, mais justement sur les choix défensifs de Miami, au-delà du rebond, il y a eu aussi donc ce qu'on a vu qui a été tweeté sur le compte Twitter Dunkebdo sur la défense, cette fameuse défense de zone qui avait été utilisée pratiquement tout au long du match 2, qui dans le match 3 était beaucoup moins utilisée, en tout cas un espèce de mix entre zone et individuel pour empêcher au maximum les drives de LeBron James, puisqu'Anthony Davis se retrouvait très vite en foul trouble, donc s'est retrouvé majoritairement avec LeBron James en organisateur, en initiateur principal de l'attaque des Lakers. Et le Heat a décidé défensivement de vivre ou mourir avec les autres joueurs des Lakers, ça s'est vu. Alors le LeBron James peut aussi n'est pas exempt de tout reproche, on peut aussi lui reprocher un manque d'agressivité, mais pour le coup, le Heat a fait le choix d'à chaque fois doubler LeBron, de le forcer à faire la première passe et d'ensuite laisser donc Green, Morris, Kuzma, Rondo, Caruso et consorts prendre les tirs à 3 points, et effectivement n'ont pas été si adroits que ça, notamment évidemment Danny Green qui est un peu sous le feu des projecteurs après ce Game 3. Mais oui, je suis totalement d'accord avec vous. Je pense notamment à ce que on avait pu dire dans le podcast du match 1. J'avais parlé de Raja Bell qui expliquait que c'était assez difficile de prendre de 2 joueurs, mais le Heat a commencé à le faire, surtout quand on adressait des balles au poste, mais on y reviendra en fin de match. Les Lakers ont arrêté de faire ça d'ailleurs, mais bref. Ils ont été assez vigilants pour empêcher la position préférentielle pour Anthony Davis et en plus le forcer à ressortir. Et si tu ressors et que les joueurs en face, les shooters ne mettent rien, bah ça pose problème. Moi j'ai été atterré de voir que depuis la 2e mi-temps du match 1, donc j'ai volontairement exclu cette première mi-temps, les Lakers sur les shoots que la NBA qualifie de ouverts, à 3 points, ils en ont pris 101, ils en ont mis 30, ils sont en dessous des 30% de réussite dans des shoots que les joueurs NBA doivent mettre, et ils sanctionnent pas en fait. Et il y a un moment où pour moi, c'est pour ça que moi dans ce podcast, je vais un peu tempérer la frange de peut-être des fans NBA ou des observateurs qui expliquent que ce qui s'est passé, c'est une exception. Ça va faire 5 mi-temps qu'on voit les Lakers et les role-players incapables de sanctionner quand la balle ressort sur eux sur des 3 points qu'ils sont censés mettre.
je vois pas pourquoi ça devrait changer du tout au tout. Ça, c'est pas du fait de Jimmy Butler, en fait, et de sa performance historique. C'est des problèmes aussi tactiques et aussi de niveau de jeu. Ouais, mais en même temps, c'était des trucs qu'on se posait avant le début des playoffs. Est-ce que les joueurs autour d'AD et LeBron seront adroits en catch and shoot? Voilà, peu de ballons touchés, mais de l'efficacité. Et en fait, pour moi, ils avaient prouvé sur les 3 premiers tours des playoffs qu'en fait, ils pouvaient l'être. KCP notamment. Danny Green, bon, avait des problèmes d'adresse, mais c'était pas aussi abyssal que ce qu'on a pu voir, parce que même c'est même pas des problèmes d'adresse. Vous avez vu dans le premier quart-temps, 2-3 fois il drive, tente des flotteurs, mais enfin, moi je pense qu'il est soit un peu blessé, soit qu'il faut vraiment lui dire de rester dans ce qu'il sait faire, pas plus. Même quand ça close out fort, je préfère qu'il tire, parce que quand il pose un dribble, c'est cataclysmique. Ouais, je suis assez d'accord. Franchement, les 3 points ratés, c'est vraiment problématique. Les meilleurs shooters des Lakers depuis le début des finales NBA, c'est Kuzma et Morris. Je pense que si on aurait dit ça avant le début des finales NBA, on aurait dit ça peut être problématique pour les Lakers. Faut que KCP, Danny Green, et les autres, Caruso aussi, soient plus adroits, parce que ils sont pas adroits, tu peux te défendre différemment. AD et LeBron, déjà que en fait c'est un choix à faire. Et là, Spo, depuis 2 matchs, il a décidé en fait il limiterait le fait de se faire battre par les 2 stars en face, qu'il faut faire en vrai, et que s'il tombait sur un KCP qui met 6-3 points dans un match, et ben il dirait bravo. Et pour l'instant, c'est un pari plutôt réussi en fait. Oui, et puis un pari qui a été facilité évidemment par le non-match d'Anthony Davis, puisqu'au-delà du fait que tu l'as dit, il a mis que 15 points, il a un plus-minus à moins 26, ce qui est horrible. Il s'est retrouvé très rapidement en foul trouble, et comme tu le disais justement Ben, il s'est très peu retrouvé avec des balles au poste, il s'est retrouvé très très loin du panier, souvent en face-up, et pas agressif du tout, et du coup à ce niveau-là, ça coupe l'alternance du jeu des Lakers, et qui rend la défense et ce choix tactique de Spo d'autant plus simple, et permet une répétition défensive aussi tout au long du match pour Miami, où comme les possessions s'enchaînent et se ressemblent, et ben forcément tu prends le pli, et il n'y a pas de changement de rythme dans cette attaque des Lakers, comme il peut y avoir parfois avec des 6e hommes sur certaines équipes. Là ça n'existe pas, et du coup le Heat a pris la mesure petit à petit, et est resté pratiquement tout le long, à part un run en 3e quart-temps, mais est resté à plus 10 pratiquement tout le long du match. C'est vrai, Anthony Davis, alors je veux pas réécrire l'histoire, mais je trouve quand même que parler de victime, c'est un trop grand mot, mais on lui casse beaucoup de sucre sur le dos depuis ce matin sur sa performance. Comme tu l'as dit Adrien, il a pas eu des ballons faciles, et puis alors on est obligé d'en parler parce que techniquement ce match, à 9 minutes de la fin, les 2 équipes sont à égalité, et il y a ensuite un naufrage, je pense, des Lakers d'un point de vue stratégique, tactique, qui est inqualifiable, je pense, à ce niveau-là de la compétition. Et Anthony Davis prend un shoot dans le dernier cas, mais quand j'ai vu cette stat, en regardant à nouveau le match, c'est surtout parce qu'il est pas du tout impliqué. Anthony Davis est plus impliqué en fin de match. Et c'est là où je comprends ce que t'as dit, Alan, de Spo qui accepte de perdre avec un Kentavius Caldwell-Pope, un KCP chaud ou un Danny Green chaud, mais les Lakers ne doivent pas accepter cette voie-là. Ils ont accepté cette voie-là sur la fin de match. C'est des 3 de Markieff Morris, c'est pas normal. Enfin, c'est à LeBron de jouer plutôt avec du pick and roll avec Anthony Davis. Enfin, à un moment, il y a Tyler Hero et Duncan Robinson sur le terrain. Il faut user des points faibles de l'adversaire. Les Lakers se sont endormis dans la fin de match. Et en plus là, ouais. Non, je t'en prie Adrien, mais c'est juste pour en plus avec la blessure de Goran Dragic, on a vu que on pense qu'il ne rejouera plus. Il y aura beaucoup de situations, même dans les moments chauds, où il y aura Robinson et Hero du côté de Miami. Ouais, non, mais ce que je voulais dire, c'est revenir à ce que tu disais, Ben, ils se sont endormis, mais ils se sont endormis des 2 côtés du terrain. C'est-à-dire que les possessions offensives, effectivement, c'était LeBron qui arrivait, qui montait la balle, qui la gardait 3 secondes en tête de raquette aux 3 points pour faire un end-off et pas grand-chose. Et donc ça se répétait, et en défense c'était pareil, contrairement à ce qu'on disait au game 1 sur les Lakers qui allaient chercher donc en attaque les switches pour que LeBron puisse attaquer un Hero, un Duncan Robinson, et en défense se battait justement pour garder les avantages de match-up défensif. Là on a vu totalement l'inverse, où le Heat se battait justement pour empêcher LeBron ou Davis dans une moindre mesure d'être servi dans de bonnes conditions, et de l'autre côté par contre LeBron James notamment, on va un peu le pointer du doigt parce qu'il le mérite un petit peu, refusait de se battre sur les screens et laissait les switches se faire, et c'est là qu'on a vu Butler pouvoir enfoncer tour à tour Kuzma,
KCP, Caruso, voilà, ils choisissaient ces match-ups et ils pouvaient drive tranquillement, sachant qu'il n'y avait pas en plus la protection de cercle apportée par un Anthony Davis en foul trouble ou même Dwight Howard qui a finalement joué à peine 14 minutes 30, il n'a même pas joué 15 minutes. Donc voilà, et ça explique aussi en partie, même si tout le crédit revient à Butler pour les mettre, mais d'avoir mis, il a mis 26 points dans la peinture dans un match de finals, ce qui n'avait pas été fait dans les 20 dernières années, à part Shaq et LeBron, qui sont deux énormes joueurs près du cercle, évidemment, ça va sans dire. Voilà, cette performance de Butler, c'est tout à son crédit, mais c'est aussi avec ces Lakers qui se sont laissés totalement embarquer dans le plan de jeu du Heat et de Spoelstra. Avec l'importance d'un Kelly Olynyk aussi, qui est très important parce qu'il sort Anthony Davis de la raquette. Et ce qu'on a vu sur la fin de match, c'est que, c'est assez incroyable de voir que sur cette fin de match, quand justement, comme tu le dis Adrien, LeBron parfois ne se battait pas dans les écrans pour continuer parfois c'est vraiment caricatural. Enfin, il y a une compilation je vous ai partagé sur notre conversation à nous, que je partagerai aussi sous le tweet du podcast Dunk Hebdo d'un journaliste de The Athletic qui suit les Lakers, qui a compilé du coup ces 4 possessions très importantes du match où LeBron ne se bat même pas pour rester sur l'écran, alors que à ce stade du match, tu peux pas accepter que ça soit Kyle Kuzma qui défende un Jimmy Butler stratosphérique. Première chose. Et d'où l'importance d'un Kelly Olynyk qui sort totalement de la raquette à Anthony Davis, d'où ce que j'ai pu voir suggéré par certains journalistes sur Twitter. Est-ce que c'est pas le moment aussi de mettre Anthony Davis sur Jimmy Butler? Parce qu'il peut le suivre, Jimmy Butler tente pas un shoot extérieur, ça peut être un ajustement qui peut être tenté par Vogel par la suite. Parce qu'il faut protéger la raquette. Ce que a su faire Spoelstra très intéressant, c'est qu'il a su profiter du seul avantage physique qu'avait le Heat, c'était de Jimmy Butler face à un joueur qui n'est pas Davis ou LeBron. Et donc ça veut dire que tu ferais défendre quel joueur des Lakers sur Kelly Olynyk au large? Si c'est ça, si LeBron continue dans ces espèces de fausses... si je m'explique, je pense que je fais quand même défendre LeBron quand Butler arrive en porteur de balle, et si l'écran est pas fait avec un joueur si l'écran est fait avec un joueur autre qu'Anthony Davis, il n'y a pas de switch parce qu'il faut arrêter le switch systématique côté Lakers, c'est un échec sur ce match-là, et si le switch est fait avec Anthony Davis, donc en l'occurrence l'écran est posé par Kelly Olynyk, il switch et c'est Anthony Davis qui le prend. Ah ouais. Et celui qui prenait Butler sur la position initiale reste avec Kelly Olynyk et essaye de faire le mieux. Empêche le fait qu'il puisse jouer du pick and pop ou qu'il bouge sur la ligne à 3 points pour faire de la menace. Ouais, franchement, c'est très vrai. On avait toujours cette impression, et même un peu dans le match 2 aussi, que en fait, quand Kelly Olynyk est sur le terrain, les possibilités de drive pour Jimmy Butler, elles sont hyper faciles en fait. Et même des fois, il refusait les tirs. Jimmy Butler, il voulait faire l'extra pass et tout ça. On le voyait arriver et des fois, j'ai l'image peut-être d'Anthony Davis qui revient pour aider et qui un petit peu l'empêche de prendre la bonne décision. Mais on a trop peu vu ça dans le match 3. Et en fait, cette utilisation de Kelly Olynyk sur la pose d'écran permet de sortir complètement Anthony Davis et donc de faire un match-up qui sera toujours favorable pour Butler pour aller au cercle, parce qu'on disait ce que je vous disais aussi bien dans la preview et dans le complet du match, dans le complément du match 1 qui avait été fait, c'était que les Lakers arrivaient super bien à défendre Miami et à attaquer Miami quand Anthony Davis était au poste 5. Donc là, c'est un petit contre-coup à ça mis en place par Spoelstra. Ouais, non, mais c'est sûr que Anthony Davis en 5, justement, se pose la question également du temps de jeu des grands des Lakers. On n'a pas vu, par exemple, sur cette finale encore Javal McGee, ce cher Javal McGee, qui est peut-être un peu plus mobile, un peu plus long que Dwight Howard sur certains Twitch, mais qui pourrait justement lui défendre sur un Kelly Olynyk en laissant Anthony Davis s'occuper d'un ailier, d'un Butler par exemple dans ces cas-là. Et puis moi je trouve que finalement aussi Miami a bien attaqué, a su avoir les bons dangers, parce que Duncan Robinson a certes fini à 30% à 3 points, mais il représente quand même une grande menace. Les Lakers font très attention à ses déplacements hors ballon. Kelly Olynyk a été bon aussi. Il finit d'ailleurs deuxième marqueur du 8, à 17 points, à égalité avec Tyler Herro, mais il a été quand même plus efficace. Ils ont réussi à écarter cette défense des Lakers et justement laisser Jimmy Butler faire son lit. Alors c'est un peu étonnant, effectivement, il a pas pris de pull-up 3 points, mais même de pull-up mi-distance, il a pratiquement tout fini au cercle, à part ces espèces de turnaround comme tu disais Alan.
mais je pense qu'il est aussi capable de les mettre et que ça peut justement être un espèce de piège tendu sur le match d'après, parce que Jimmy Butler est un bon shooter en pull-up à mi-distance, et ça peut être justement quelque chose à surveiller sur le match suivant. Si les Lakers tentent de totalement lui couper l'accès au cercle en lui laissant un peu trop de place pour pull-up, faudra faire attention au niveau à Jimmy Butler je pense que les Lakers seraient contents. Je pense que les Lakers seraient contents s'ils le forçaient, ils choisissaient le pull-up à 2 points plutôt que l'attaque du cercle. Franchement, vu ce qui s'est passé hier. Vu ce qui s'est passé hier, c'est sûr. Mais après, je pense que de toute façon, ils vont réagir. Tu peux pas laisser une deuxième fois, un deuxième match, Jimmy Butler s'amuser comme ça avec ta raquette. C'était complètement... Ouais, mais comme le dit Ben, franchement, Butler, il a été très bon dans le match 2 aussi. Oui, bien sûr. Et ce qu'on a vu dans le match 2, c'était pas un tsunami pareil offensif de Jimmy Butler, mais il était quand même très très fort. Et les Lakers ont gagné parce qu'ils étaient juste meilleurs et que Anthony Davis était stratosphérique. Oui, et puis Miami défendait en zone aussi. Miami, voilà, Miami met 114 points. Voilà, et on en a parlé avec Mayan, ils avaient fait le match d'attaque qu'il fallait. Hier, ils refont le match d'attaque qu'il faut. Mais dans un style totalement différent. C'est là où ils sont incroyables. C'est vrai, c'est extrêmement intéressant. Par contre, le chaînon commun, c'est Kelly Olynyk. Parce que Kelly Olynyk, il n'a pas joué de la série contre Boston quasiment. Et là, on voit que Spo, c'est un coach aussi qui s'adapte à ce qu'il a en face. C'est ce que devraient faire tous les bons coachs. Mais tu as certains coachs qui ont leur système et le balancent et ensuite voient ce qui se passe. Là, il y a des adaptations permanentes. On a vu moins d'Iguodala, j'ai l'impression, au poste 5, plus de Kelly Olynyk pour étirer les défenses. Iguodala n'est pas du tout la menace extérieure qui est Olynyk, sauf quand il joue dans un Game 6 contre Boston où il fait 5 sur 5. En fait, c'est ça le plus fou. Comment Kelly Olynyk n'a pas pu être autant négatif en défense. On pensait tous que, franchement, tu mets Anthony Davis avec Kelly Olynyk, ça se passe très très mal et normalement ça doit se passer mal. Mais là, en fait, ils ont réussi à survivre dans ce match-là en jouant de la sorte. Je pense vraiment que le nerf de la guerre, c'est pas pour défendre les 4 stats que j'ai trouvés. Je pense vraiment que l'incapacité des joueurs autres que LeBron et Davis à sanctionner, c'est un caillou dans la chaussure. Parce que par exemple, tu parles, c'est vrai que dans un monde idéal, Anthony Davis face à Kelly Olynyk, c'est un peu ce qu'on a pu entrevoir dans le match 2, c'est surtout beaucoup de points. Et si jamais le Heat prend le pari de défendre avec plus d'agressivité et parfois doublé, c'est ballon ressorti et 3 points sanctionnés. Mais vu que les joueurs des Lakers ne mettent rien à 3 points en ce moment, ça laisse une chance en fait. Puis même, je trouve que les Lakers ont abandonné aussi le jeu un peu intermédiaire. C'est-à-dire que je regardais leurs stats, sur le match 3, ils prennent pratiquement aucun shoot en dehors de la raquette. Enfin voilà, il y a la restricted area, donc très près du panier. Dans la peinture ou alors à mi-distance, ils prennent très peu de shoot. Ça, c'est le résultat d'Anthony Davis qui prend moins de shoot, lui aussi bien sûr. Mais c'est aussi de Lakers qui sont quand même totalement caricaturaux sur la fin de match où c'est un concours à 3 points. Et ça, c'est pas possible. Et parmi les joueurs qui ont beaucoup shooté à 3 points, il y a notre ami Danny Green. C'est une question de @TheBroundir. Pensez-vous qu'il faille définitivement mettre Danny Green alors c'est écrit plan, je pense que c'est une erreur de correcteur sur le banc, et mettre un autre ailier chez les Lakers? Il est à moitié blessé et franchement défaillant. On en a déjà parlé. On fait quoi avec ces joueurs autres que LeBron et Anthony Davis? T'as parlé un peu, Adrien, du secteur intérieur. On fait quoi avec les autres? Est-ce qu'on met plus de Morris, plus de Kuzma? C'est quoi la solution? Vogel a essayé un peu de J.R. Smith. Ça a duré 5 minutes, mais il a essayé un peu de J.R. Smith. Vous avez vu le shoot qu'il prend à la fin de la deuxième? Ah oui, il refuse le 3 points ouvert pour faire un dribble fade dans la touche à droite, contesté. Et d'ailleurs, sur cette action, juste vu, je l'ai revu, il y a Caruso en face du panier tout seul. Intelligence on peut pas faire plus J.R. Smith que ce shoot. C'est le shoot le plus J.R. Smith possible. Tu veux expliquer J.R. Smith à quelqu'un en 2020, il faut montrer cette action. Non, mais pour répondre à ta question, je sais pas trop si l'idée c'est de mettre plus d'ailiers ou de répondre simplement aussi avec des guards. En fait, tu peux faire des line-up avec Rondo, Caruso, KCP qui sont pas choquantes par rapport à l'effectif du Heat de l'autre côté. Si t'as Tyler Herro, Duncan Robinson, donc je sais pas si c'est une question de personnel, mais effectivement Danny Green, il va falloir se poser la question de son efficacité. Il se fait moquer beaucoup sur Twitter avec son maillot puisqu'il a écrit How many more derrière. Donc évidemment, on lui demande encore combien de shoots ratés. Et puis, mais c'est un joueur de série, ça peut aussi revenir. Je pense que Vogel ne voudra pas abandonner tout de suite. Et je voudrais pas qu'on focalise tout sur les role players. Je pense que LeBron James aussi c'est la première fois dans l'histoire des finales
qu'un joueur bat LeBron James au point, au rebond et aux assists, y compris ses coéquipiers. Ça n'arrive jamais, et c'est arrivé aujourd'hui. Alors oui, Jimmy Butler fait un match stratosphérique, mais je pense que ça démontre aussi l'absence de prise en main de LeBron James, comme il a pu le faire, notamment le dernier match face à Denver, ou des séries comme ça, où il décide défensivement de prendre Jamal Murray, et en attaque, il décide de finir la série. Là, on l'a senti, je trouve, très passif, et justement se reposer fortement sur les autres joueurs autour de lui. Donc certes, il y a peut-être des choses à voir à ce niveau-là, mais je pense que c'est quand même les deux stars des Los Angeles Lakers qui sont leur force principale et qui doivent le rester. On va pas changer la formule du côté des Lakers. La formule de base, elle fonctionnera pour prendre 4 matchs, je pense. En tout cas, c'est mon avis. Mais pour ça, il faut que LeBron James et Anthony Davis jouent leur jeu et soient à leur niveau. Ouais, c'est compliqué parce que oui, mais t'as toujours besoin de mecs qui mettent des tirs à côté. Et comme le dit Ben, franchement, personne met des tirs. Hier, Kuzma est à 4 sur 8, Maurice est à 5 sur 11, à 3 points, c'est pas non plus... Kuzma et Maurice, ouais. Oui, Kuzma et Maurice. On est d'accord, c'est pas le scénario parfait, mais si Anthony Davis fait son match et LeBron James un peu plus, c'est suffisant. Il gagne. Oui, il gagne, mais moi j'ai pas vraiment de solution parce que je pense que Danny Green il va jouer parce qu'il y a pas Avery Bradley et donc la rotation sur les extérieurs là, je vois pas Vogel mettre Quinn Cook parce que ça Dion Waiters. Même si mais Waiters il est en training à chaque fois sur le côté, il est pas, je pense pas que je pense pas qu'il est apte mentalement à jouer. Mais non, je suis assez ouais, pour ça qu'en même temps on va pas dire que c'est une anomalie, on va pas dire que le match de Butler est une anomalie. Mais un mec qui domine LeBron dans tous les aspects du jeu sur un match de finale NBA, ça se voit jamais. Donc, est-ce que c'était pas une anomalie ? Moi, j'ai surtout senti LeBron énervé, en fait, sur la fin. Totalement, énervé. Il s'en va à 10 secondes de la fin. Ouais, énervé qu'il n'y ait pas d'autres solutions apportées par ses coéquipiers. Énervé que ça ne fonctionne pas. Pas énervé qu'il n'y ait pas de solution. Énervé, en fait, que ça marche pas. Parce que hier, ça n'a pas marché, ce qu'ils ont proposé. Et donc, voilà, moi, je pense qu'il va quand même remodeler tout ça, il va reparler à tout le monde et que dans le match 4, s'il y a un peu plus d'adresse des KCP, des Caruso, un peu plus de sérieux défensif surtout sur l'attaque du premier du porteur de balle avec le premier écran là au bout de 20 secondes, ça il faut que Vogel change. À voir comment il va le faire, quelle solution il choisira. Je pense que LeBron était énervé de ça aussi. Il était énervé du fait qu'il n'y avait pas vraiment de solution. Des fois, il n'avait pas envie d'aller prendre Butler. Des fois, il avait envie, mais il ne pouvait pas parce qu'il y avait l'écran porteur. Voilà, je pense qu'il était énervé un peu de tout ça. Est-ce que c'est pas le match 2 l'anomalie, en fait ? Enfin, moi, plus je repense à cette série, plus j'ai l'impression que l'anomalie, c'est plus le match 2 que le match 3. Un match où Anthony Davis, LeBron, dans une moindre mesure, mettent tout. Où le Heat, malgré une adresse insolente, n'arrive pas à revenir parce que les Lakers prennent tous les rebonds. On a vu que depuis, il y a eu déjà sur ce point Davis, LeBron, il y a eu une adaptation du côté du Heat. Sur le point des rebonds, il y a eu de l'adaptation. Est-ce que c'est pas le match 2 l'anomalie ? Moi, plus j'y pense, plus selon moi, c'est le match 2 qui est une anomalie où t'as deux joueurs, après le match 2, Anthony Davis, il est sur les bases du meilleur pourcentage au tir d'un joueur sur l'histoire des finales. Avec ce volume de shoot là. Enfin voilà, avec parmi les, on va dire, les franchise players ou en tout cas les joueurs qui shootent énormément. Me faites pas dire que c'est Anthony Davis le franchise player. Ce que je veux dire par là, c'est que parmi les joueurs, voilà, qu'un gros volume de shoot, il était même au-dessus des pourcentages de réussite de chaque. Donc je commence à me dire que l'anomalie, c'était peut-être le début de cette série où, on va dire, l'anomalie, c'est le premier quart-temps du match 1 et le premier quart-temps du match 2. Ça rejoint un peu ce que tu disais en début de podcast sur le fait qu'Anthony Davis prenne pas mal la foudre un peu sur ce match-là. Est-ce qu'il la prend pas aussi parce qu'on l'a vu très très beau et très très fort ? Il l'a mérité, il y a pas de souci, il fait 2 premiers matchs très 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 solides. Mais est-ce qu'on n'a pas retrouvé un peu Anthony Davis, ce qu'il est réellement, c'est-à-dire un joueur avec des flashs, comme dirait Tom, de meilleur joueur du monde, mais ça ne reste pour le moment que des flashs, parce qu'il a des passages à vide, c'est un grand mot, mais des passages vraiment moins bons. Et donc là, on a retrouvé le véritable niveau d'Anthony Davis. Et donc la question que tu poses de l'anomalie, est-ce que la plus grosse anomalie, c'est le match de Butler, ou le match 3 de Butler, ou le match 2 d'Anthony Davis ?
sachant le match 2 de Butler, comme disait Alan, je me garderai bien de répondre à la question, mais en tout cas, c'est vrai que c'est intéressant à prendre en compte. Ouais, ça rejoint un peu, avant que je te lance, Alan, un des commentaires qu'on avait eu, un de nos followers, @Johan Y4. Alors c'est en 3 tweets, donc ça va être un peu long, ça va vous laisser le temps de réfléchir. En tout cas, c'est une faute grave des Lakers. Ils avaient la main sur le trophée et ils ne profitent pas de la double absence côté hit. Ce qu'on a vu aussi, c'est tout aussi talentueux soit-il, Davis est soft émotionnellement, il joue sur le même rythme tout le temps. À un moment, il doit se secouer, mais ce n'est pas dans son tempérament, ce n'est pas un mâle alpha en termes d'attitude, un peu comme James Harden. Pour finir, un des 3 meilleurs défenseurs de la ligue ne peut pas faire une telle prestation de ce côté du terrain en finale NBA. Le constat est très dur, mais je vais peut-être nuancer ce propos, celui d'Adrien. Je crois d'ailleurs que c'est Ilias qui dit flash de meilleur joueur du monde. Je crois que c'est Ilias et pas peut-être et pas Tom. Bref, je pense surtout que c'est une erreur je maintiens que Davis, on le blâme alors qu'il touche pas une gonfle, en fait. Et vu que c'est pas l'initiateur offensif, il est quand même vachement dépendant des choix de Rondo et James qui l'oublient sur la fin de match. Est-ce qu'il est moins bon? Oui, mais je trouve que offensivement comme défensivement, il y a des facteurs qui font c'est logique qu'il soit moins présent. Pour moi, ça relève beaucoup du pari qui a été fait par Spoelstra. Parce qu'en fait, si on regarde les 2 premiers matchs, il s'est dit quoi? Il s'est dit, franchement, la première mi-temps du match 1 et le 3e quart-temps du match 2, il se dit, bon, voilà, si Anthony Davis fait ça, on est mort. Est-ce qu'il peut continuer à le faire? Peut-être, mais je vais essayer de le défendre pour qu'il ait en fait pas les opportunités nécessaires pour faire tout ça. Et comme tu le disais, il a les flashs pas les top 3 meilleurs joueurs du monde, mais il a montré que comme il était dépendant de la création de ses extérieurs, parce que LeBron joue comme un extérieur, et on pouvait peut-être annihiler son impact. Plus parce que c'est pas un initiateur principal, là où les 5-6 meilleurs joueurs du monde sont quasiment tous des initiateurs principaux. Si on regarde le top 10 du DH20, du top 20, on a une douzaine, 13 joueurs qui sont initiateurs principaux, parce que c'est là où avoir le ballon dans les mains, c'est gage que tu es un très fort joueur, que tu peux créer, que tu peux apporter de la gravité à ton attaque, là où Davis doit être bien servi. Rondo et James sont de très bons facilitateurs, mais ils n'ont pas été extrêmement haut niveau sur le match 3. LeBron perd beaucoup de ballons dans le match 3, là où lui et Rondo étaient à 19 assists pour une perte de balles sur l'ensemble du match 2. Ouais, totalement. Ce point des pertes de balles est aussi intéressant. On l'a pas encore abordé, mais le match a commencé avec 9 pertes de balles très très rapides des Lakers, ce qui leur ressemble pas, notamment donc voilà, comme tu disais, sur LeBron et Rondo qui sont des initiateurs élites dans la ligue. Et effectivement, Miami a commencé aussi avec le couteau dans les dents, quoi, entre les dents. C'est-à-dire que Miami se laissera pas faire, c'est aussi à leur crédit. Et c'est, je pense, aussi une des raisons de l'énervement de LeBron James, c'est qu'il faut pas laisser à ce hit la confiance remonter, parce que certes, c'est une équipe peut-être avec un plafond de talent moins élevé que celui du côté des Lakers, mais niveau mental, ils se laisseront pas écraser. Et preuve en est sur cette espèce de réponse de trash talk, mais qu'on est content de voir. C'est aussi pour ça qu'on est un peu content de cette victoire du 8, enfin en tout cas de mon côté, c'est qu'on va voir les Lakers qui vont devoir un peu aller au combat avec ce fameux You're in trouble de Jimmy dans le 4e quart-temps, mais qui répond à You're in trouble de LeBron James à la fin du premier quart. Donc voilà, on va avoir aussi un combat mental, et c'est là qu'on va voir si effectivement, et a priori ce sera le cas, mais si effectivement cette équipe des Lakers autour de LeBron James a ce qu'on appelle, pour schématiser, cette âme de champion, mais en tout cas les nerfs pour terminer cette série, pour la clore et ne pas laisser Miami revenir avec un éventuel retour, on l'espère, de Bam Adebayo, et Dragic, ça semble plus compliqué. C'est d'autant plus intéressant, je trouve, que c'est la première fois que, un peu dans le, voilà, si on prend l'image du match de boxe, c'est la première fois qu'on répond à un coup des Lakers. Sur toute leur série, on a salué le fait qu'à chaque fois, voilà, ils lâchaient peut-être le match 1, c'est le cas contre Houston, c'est le cas contre Portland, où ils ont lâché le match contre Denver, c'était pas le match 1, mais ils ont lâché un match. Enfin, à chaque fois, ils mettaient quelque chose en place. On leur mettait un premier coup de poing, ça ne marchait pas, et ensuite eux ils mettaient l'uppercut à l'équipe d'en face et ils gagnaient. Là, ils ont mis le premier coup, sur les 2 premiers matchs, la taille, la physicalité a fait du mal,
et c'est le Heat qui a mis le deuxième coup en répondant. Et c'est la première fois que les Lakers vont devoir répondre à la réponse de leur adversaire. Et ça, je trouve ça assez fascinant parce que c'est aussi voir Frank Vogel qui a été salué, je l'ai fait aussi. Bah là, c'est clairement voir son travail de coach avec son coaching staff, voir les réponses qu'il va apporter. Parce que je maintiens qu'il y a des réponses, mais moi, ce que je ne veux pas, en fait, je pense que ça s'entend dans notre podcast, je veux pas que du côté des observateurs comme des Lakers, on pense que c'est juste une anomalie ce match. Il y a les fondements pas d'un retour, hein, mais il y a les fondements de vrais problèmes pour les Lakers. Ouais, faut pas résumer à Jimmy Butler a fait 40-10-10 et il le refera pas, tandis que Davis refera pas à 15, voilà. Je pense que c'est quand même vrai, Ben, cette chose-là. Je pense que si Jimmy Butler refait un triple-double avec 40 points dans la série, je serais surpris. Je sais pas vous, hein, mais je serais surpris. Comme je serais surpris si Anthony Davis ne repasse plus la barre des 20 points sur un match. Voilà, ça c'est un petite bold prediction qui n'est pas bold du tout. mais voilà. Par contre, là où je te suis, où je suis d'accord avec toi, c'est qu'on a vu par des ajustements de personnel, des line-up mis ensemble, que Spoelstra pouvait en fait poser problème à la machine LeBron. Avec l'utilisation de Kelly Olynyk, comme tu as dit, qui change un petit peu la chose. Et ma question est, si Bam Adebayo revient, est-ce qu'on va pas se retrouver comme dans le match 1, où en fait c'est très bien pour Anthony Davis quand il y a Bam Adebayo? Ah bah ça va être une vraie question, mais effectivement. Tu vois, c'est une question de fou, mais c'est... Je dis pas que le Heat est mieux face aux Lakers avec Kelly Olynyk sur le terrain, pas du tout. Juste pour le jeu qu'a voulu jouer Jimmy Butler hier et dans le match 2, je pense que c'est parce qu'Olynyk est une super pièce à avoir. Là où Adebayo, dans le match 1, on a vu que Butler avait moins d'accès au cercle et qu'Anthony Davis protégeait extrêmement bien le cercle, même face à Bam Adebayo. Ça offre des possibilités tactiques, ça ouvre une vraie finale. C'est aussi ce qu'on pouvait craindre après les deux premiers matchs, à se dire bon, ça va être un peu un déroulé pour les Lakers. Là, on a une vraie finale avec, comme vous le dites tous les deux, là des vrais choix tactiques, des adaptations. Donc on a une finale NBA et même avec un retour de Bam, ce qu'on peut se dire, c'est que ça ouvre le potentiel de plans de jeu différents de Spoelstra. C'est-à-dire qu'on peut imaginer peut-être, je sais pas, mais un Bam en plus avec la seconde unit quand Anthony Davis est pas sur le terrain et Olynyk pour empêcher Anthony Davis. Tu réponds avec les deux peut-être quand il y a deux bigs. Enfin, en tout cas, cet avènement, c'est un grand mot, mais du choix tactique avec notamment Kelly Olynyk et de cette efficacité donc de ce plan de jeu-là ouvre quoi qu'il arrive le potentiel de possibilités pour Spoelstra et pour le Heat. Et donc même si Bam doit revenir, et on l'espère, je pense que ce sera de toute façon positif, puisque Spoelstra saura, je l'espère, et puis il n'y a aucune raison d'en douter, exploiter les différentes line-up et les différentes possibilités qui vont s'offrir à lui. Oui, pour moi, c'est forcément positif parce que tu peux... Je comprends en fait, Alan, t'as pris les pincettes, mais même si d'un point de vue tactique, ça te permet pas de rejouer ça te permet surtout de plus mettre Robinson Crusoe aka Solomon Hill sur le terrain. Donc forcément c'est positif sur ce point-là. Et c'est sûr que ils peuvent pas reproduire cette espèce de fer à cheval avec Butler qui harcèle constamment les extérieurs des Lakers et qui pénètre sans cesse avec Bam Adebayo, parce qu'on sait que Bam Adebayo a ce rôle de tour de contrôle. Après je pense aussi que physiquement en fait, moi, c'est pas plus d'un point de vue, j'ai plus peur que ça soit impossible pour Butler de répéter ça d'un point de vue physique que d'un point de vue capacité. Parce que je pense que dominer dans des drives Kentavious Caldwell-Pope, je pense qu'il peut le faire. Enfin, on parle des 40 points de Butler, c'est une performance historique, mais en fait, je trouve que ça a été très bien schématisé quand même du côté du côté du Heat. Si Butler doit continuer à faire des perfs où en fait il doit se retrouver en 1 contre 1 dans la raquette contre Kentavious Caldwell-Pope, il va en marquer 30 de moyenne. À quel moment tu t'es dit ça c'est vraiment un tir super compliqué quoi. Il en met un ou deux contre LeBron un peu compliqué, mais autrement c'est des shoots qu'un mec comme Butler, un top 20 NBA met contre Kentavious Caldwell-Pope ou Kyle Kuzma ou Markieff Morris, et qu'il est en théorie on pense qu'il doit pas être capable de mettre contre LeBron. D'où je comprends les critiques envers LeBron. Moi il me faisait penser à toute proportion gardée à comment jouait un peu Kawhi il était l'année dernière en fait pendant les playoffs, c'est-à-dire de la puissance
sur le drive, profiter du fait qu'il y a des joueurs qui peuvent être ciblés, et puis un as du mi-distance, du turnaround jumper, et surtout un joueur qui met ses lancers francs quand il va sur la ligne, quoi. Donc voilà la recette. Les gens disent ouais, le mi-distance est mort, le 3 points est mort, et Tom dit toujours qu'en fait c'est vrai pour 95% de la ligue, mais pour les 5% des meilleurs joueurs, en fait le mi-distance est toujours présent. Kawhi est un super joueur de mi-distance, Westbrook qui passe son temps à tirer à mi-distance, LeBron peut prendre du mi-distance. Anthony Davis a tué pas mal d'équipes dans ses playoffs à mi-distance, et ben là c'est Butler, alors c'est pas du mi-distance, voilà, du classique, mais c'est du turnaround jumper à 4 mètres, c'est essayer de chercher ses points sur la ligne aussi, ce qui fait très bien. Franchement, il est hyper adroit sur tout ça. Il finit à 12 sur 14 au lancer, donc c'est sûr qu'il y a rien à dire. Mais effectivement, aller chercher des lancers aussi, c'est assez important. C'est un truc qu'on avait peut-être un peu moins fait. On l'avait pointé, après le match 1, que ça manquait de drive du côté de Miami, qu'ils allaient pas aller chercher les Lakers près du cercle, notamment parce que physiquement, ils se sont fait bouger. Là, ils ont peut-être réussi à répondre à ce niveau-là, au moins d'aller chercher de lancer. Bon, c'est le cas surtout de Butler, hein, on va pas se mentir, les autres sont allés beaucoup moins sur la ligne, mais c'est un premier pan. Et après, il faudra voir aussi s'ils tiennent le coup sur cette fameuse bataille du rebond, parce que effectivement, la série est longue. Jimmy Butler, hier, il joue 45 minutes quand même. C'est ça. Et donc c'est tout à son crédit. Il a été bon et lucide pendant 45 minutes. Il a eu très très peu de déchets finalement. Mais ça va être compliqué sur l'ensemble d'une série, là où Anthony Davis et LeBron James jouent 5-10 minutes de moins par match pratiquement. C'est ça, clairement. Donc, du coup, pour répondre à une des questions qu'on avait eues sur Twitter, de Tom ATW, @ @FrenchNixPod, feu FrenchNixPod. Toujours, ce qui est bien avec Tom, qu'on salue, c'est il y a toujours ce mélange d'anglais et de français. C'est chaque tweet, c'est reverso. Bonjour. Pourquoi une telle enflammade de la majorité des fans NBA après le game 3 win du Heat? J'arrive pas trop à comprendre. Ça va finir en 4-1 avec LeBron qui va dégommer les 2 prochains games. Toujours la nuance du propos. Toujours aussi cette nuance des fans des Knicks. Si je vous pose ça à la fin et pas au début, c'est tout simplement pour un peu se projeter vers la suite. Je pense pas que ça sera si facile. Alors je suis peut-être dans l'inverse et la réaction du moment, mais je maintiens que ce qu'on a vu, en fait, je pense pas qu'il y ait des solutions simples par rapport à ce qu'on a vu. Sur tout ce qu'on a discuté depuis 40 minutes là. Par exemple, les shoots, au bout d'un moment, ça va être au role player des Lakers de les mettre. Les switch, ça va être aux Lakers de changer leur défense. Enfin, c'est pas des adaptations, je trouve, ou par exemple, ce que j'avais lu, ce que j'ai proposé de mettre AD sur Butler, c'est des choix forts. Et c'est pour ça que je pense que la partie est loin d'être finie dans ces finales. Ah, tu veux la hype ou la contre-hype? Si tu veux la hype, moi je peux te répondre. Bon, déjà il y a la hype de base dont parle Tom du NBA Twitter, parce que le Heat gagne un match. C'est aussi parce qu'on aime les underdogs de manière globale dans le sport, surtout en France. On aime bien voir le petit gagner. On est content aussi d'avoir une finale qui sera plus disputée que prévu. Enfin de ce qu'on pouvait penser après les 2 premiers matchs. Donc on s'en réjouit, et je te rejoins aussi Ben. Moi je suis content de voir les Lakers devoir trouver des solutions, s'adapter. On va enfin savoir si Vogel, LeBron, Rajon Rondo et tous les masterminds de cette équipe des Lakers ont du répondant pour contrecarrer les plans de Spoelstra, et peut-être qu'on aura un peu plus de matchs. Moi je pense aussi quand même que les Lakers vont plier ça assez rapidement, mais là où j'étais à l'issue du match 2, je me disais je serais content si Miami prend un match. Ah là, j'ai bien envie d'en voir un deuxième de la part de Miami, c'est pas impossible. Est-ce que le match 4, Alan, là c'est la tarte à la crème, ce match 4 c'est le plus important de la série? Le marronnier. Oui. De toute façon, c'est seulement oui la réponse en fait. Il y a cette question-là. Il n'y a pas de non, ouais. Après c'est le classique du parce que s'ils reviennent à 2-2, là c'est une nouvelle série au meilleur des 3, et puis en même temps il y a 3-1 sur le côté. Après Miami doit gagner 3 de suite. 3 matchs de suite, donc c'est compliqué. Je dirais oui, mais en même temps, là où la question que je pose à Adrien, c'est t'es content qu'ils en gagnent un, tu vois, ils l'ont gagné. Est-ce que ça change quelque chose? Ce qui change, c'est ce que dit Ben et toi, c'est l'adaptation tactique, et c'est ce que tu as vu sur le terrain, mais le résultat du ils ont gagné un match, en fait, ils l'ont fait.
Ah oui, non mais totalement. C'est pour ça que moi je dis honnêtement, je suis satisfait de cette victoire du 8 et honnêtement, si je dois mettre de l'argent, ce que je ne fais pas en paris sportif, je suis plus proche de mettre de l'argent sur 4-1 que sur 4-2. Voilà, en essayant vous pensez d'être plus objectif vraiment possible. Ouais, franchement oui. Même si tu le dis, c'est pas aussi simple que ça et qu'il y a des motifs d'espoir côté hit. Tu m'as mis un peu le doute. Ouais, exactement. Je trouve que Ben, tu as bien argumenté dans le sens du K2. Et d'un autre côté, j'arrive pas à avoir un... Peut-être que Ben dit 4-3, on sait pas. Non, victoire hit. Non, quand même pas, mais je suis peut-être dans l'instant, mais je trouve qu'en fait, et c'est pour ça que moi, j'arrivais dans ce podcast vraiment ça a marché pour vous, espérons que ça marchera chez les auditeurs, pour prouver que c'est pas un coup de chance, ce qui s'est passé la nuit dernière. Peut-être que oui, l'anomalie des 40 de Butler, c'est une anomalie, mais il y a beaucoup d'ajustements tactiques qui sont pas des anomalies en fait et qu'on peut reproduire. Donc c'est là où voir le hit en accrocher un autre, c'est possible. Alors comme Adrien, je parie jamais, je préfère garder mon argent. Donc je sais pas où potentiellement je mets mon argent, mais je serai pas sur ma chaise s'ils en gagnent un autre. Ouais, puis il existe des scénarios, au-delà tactique, il existe encore des scénarios où Tyler Hero ou Duncan Robinson sont en feu, tu le sais très bien, Alan. C'est scénario. Non, mais c'était pas une attaque, mais c'était juste pour illustrer. Il y a un scénario où il y a un match où Tyler Hero ou Duncan Robinson mettent tout, et prennent la foudre, et les Lakers prennent la foudre, et ils ne sont pas capables de répondre, et Miami en arrache un autre. Au-delà, en plus, des aspects tactiques. Donc effectivement, si t'es supporter du hit là aujourd'hui, bah, tu dois y croire encore, il faut y croire, quoi qu'il arrive. Après, ça va être compliqué, hein, mais c'est jouable. D'ailleurs, ouais. Et je te laisse la parole à Alan, juste un point, je trouve qu'il surréagit sur Duncan Robinson, en fait. Ce match-là... Les Lakers ce match-là, on regarde Lakers, c'est compréhensible, hein, parce que il est capable d'artiller, c'est un shooter, mais c'est incroyable chez un jeune joueur comme ça, mais ils dérèglent parfois complètement leur système défensif pour couvrir Duncan Robinson. Ils en font trop, je trouve, parfois. Moi, je pense qu'il faut qu'ils arrivent à trouver quelqu'un comme Jaylen Brown avec les Celtics qui le colle et qui le bloque complet. L'ajustement avait été fait par Stevens dans le match 3 et sur les 4 derniers matchs de la série. Boston perd pas parce que Duncan Robinson prend feu. Après, est-ce qu'ils ont un joueur qui peut autant peser défensivement, le suivre, courir et qui peut avoir la lucidité pour faire ce qu'il faut aussi de l'autre côté du terrain? C'est une autre question. Mais ouais. Moi, tu m'as convaincu dans la chose. La principale chose, c'est une anomalie. Peut-être le 40-10-10 de Butler et le Davis à 15 points, mais c'est pas une anomalie. Ce qu'on a vu en fait, ce qu'on a vu, ce qu'on sent, les ajustements tactiques, de la faiblesse d'adresse des joueurs, des role-players des Lakers. Des Lakers, voilà, merci beaucoup. Donc voilà, ça c'est beaucoup plus intéressant, je pense, et le match 4 nous en dira beaucoup sur ça. Totalement. Avant peut-être de clore cet épisode, vous savez, alors peut-être que là je me suis mis en avant par mon analyse tactique, j'ai aussi un côté first take. Est-ce que Anthony Davis, parce que on avoue, c'est aussi un débat qui passionne tout le monde, peut-être à part hipster NBA Twitter, le MVP des finales. Moi, je l'ai dit pendant le match des finales, Anthony Davis est en train de perdre le MVP des finales devant nos yeux. Est-ce que vous pensez qu'il l'a perdu? Oui. Moi, je vais dire oui. Oh, il l'avait jamais... Il n'avait pas encore gagné. Il était en passe de peut-être prétendre à... Non, il était derrière LeBron, dans tous les cas. Ouais, non, mais je pense pas à ça. Enfin, bref. Bah, il y a le côté narratif, ce qu'on disait déjà au bout des 2 premiers matchs, c'est que il y a le côté narratif de LeBron, avec tout ce qu'on sait sur l'année des Lakers, on va pas le répéter. Et puis, il y a aussi sur le terrain, même sur les premiers matchs où Anthony Davis score plus et est peut-être plus efficient. Il score plus dans le 2, LeBron, que lui. Oui, c'est vrai en plus. Mais voilà, mais ce que je veux dire, mais au-delà de ça, au-delà des aspects statistiques, le patron sur le terrain, dans l'impression visuelle et puis dans ce qui a l'air de se dégager de ce collectif, le patron, ça reste LeBron James. Et au bout, même si statistiquement ça aurait pu se coller, LeBron James n'est toujours pas d'ailleurs parti sur des mauvaises bases de statistiques pour des finales NBA et garde cette impression de patron. Et si les Lakers vont au bout, ce sera pour lui. Et côté Heat, si jamais pour je ne sais quel miracle le Heat va jusqu'au bout, on connaît le MVP des Finals. Donc selon toi, Alan, en fait, Anthony Davis l'a jamais vraiment eu, le MVP des finales? Non, pour moi, non. Non, peut-être le match 1, le match 2, c'est LeBron le meilleur joueur. Il est à 33 points, 9 passes, il perd 0 ballon. Ouais, c'est vrai que son attaque sur la zone.
entre le 2 et le 3, 8 ballons perdus sur le 3, 0 sur le 2. Ouais. Franchement, ça, c'est une stat aussi, elle est énorme parce que 8 ballons perdus, c'est beaucoup. D'ailleurs, c'est ce qu'il a dit. Hein. Il a dit je prends responsabilité, je prends acte et tout ça, je dois être beaucoup plus efficace là-dedans. Tu peux pas perdre autant de ballons contre une équipe en plus de Miami qui trouve les shooters à 3 points en transition, c'est super compliqué. Donc non, en vrai, oui, Anthony Davis. En fait, est-ce que c'est pas le débat du MVP des finales, c'est pas le même débat qu'on a sur Anthony Davis. Par moment, t'as l'impression que c'est le meilleur joueur, et c'est pas qu'une impression. Mais peut-être que sur la longue durée, dans l'importance qu'il a dans le jeu offensif des Lakers, LeBron est le meilleur joueur. Ça, alors, je vais pas faire l'empêcheur de tourner en rond. Je trouve quand même que sur les matchs 2 et 3, comment dire, LeBron est peut-être le général, mais le stratège, si je me permets de faire une comparaison militaire qui ne marche absolument pas, le stratège, c'est peut-être Anthony Davis. C'est Anthony Davis la bascule, en fait. C'est lui la bascule. Bah, c'est l'arme secrète, quoi, Anthony Davis. Ouais, pas trop secrète, mais oui, c'est l'arme de destruction. Ouais, massive, c'est ça. Quoi. C'est le coup de grâce Anthony Davis, et beaucoup des éléments statistiques qui montrent que les Lakers ont fait un mauvais match 2, en fait, c'est la conséquence, comme je l'ai dit, par exemple, ce manque d'alternance, c'est la conséquence du mauvais match d'Anthony Davis, en fait. Et là où on dit, alors même si je trouve personnellement que le match de LeBron, le match 3, il est trompeur d'un point de vue statistique, parce que certes les nombres sont ronflants, mais je trouve que d'un point de vue impact, c'est peut-être un peu limité. C'est surtout la faiblesse et peut-être le manque de tir d'Anthony Davis, le manque d'opportunités aussi, parce qu'il n'est pas assez servi sur la fin de match, qui font que les Lakers, mettent les Lakers dans la panade. Donc je trouve... Personnellement, je pense que Davis est mort si je me chez les votants, mais je trouve que personnellement, il y est pas forcément, parce que c'est lui la bascule. Ouais, l'analogie de carrière est plutôt sympa. Hein. Moi, je l'aime bien. Il y a le côté le king, le roi, qui va être sur son trône, sur son grand cheval, entouré de sa petite armée, et derrière, t'as un espèce d'énorme chevalier en armure avec une grosse hallebarde. Et c'est Anthony Davis. Et si effectivement le roi se sert pas assez de son arme principale, et bah ça devient plus compliqué. Ouais, elle est pas mal cette analogie, mais je pense que le MVP des finals c'est toujours donné au roi derrière, plutôt que à l'arme de destruction massive. Ah, donc pareil. Donc on le donne toujours à. Pour moi, ce sera toujours LeBron en tout cas. Ah, ok. Dommage qu'on n'ait pas, on n'a aucun fan de Game of Thrones parmi nous trois. J'ai la bonne comparaison, mais c'est avec vous voyez, il y a la meuf avec des dragons, vous voyez, elle a un stratège. Et ben c'est ça la comparaison. Mais j'ai pas le nom. Donc nos auditeurs les plus fidèles qui nous écoutent jusqu'à la fin pourront nous le dire. Qui est joué par la blonde là. Emilia Davis, je sais plus. Je crois que c'est son nom. Emilia Clarke, la princesse Daenerys. Voilà, on y arrive. Allez, cité par Caris dans son dernier album. on est fatigué, c'est pour ça. Daenerys, ses conseillers en politique, c'est Daenerys, c'est LeBron James, et ses conseillers en politique, ce sont un peu ensemble, ils font Anthony Davis. Vous voyez le délire. Je n'ai jamais vu Game of Thrones, ça se trouve, on va se retrouver avec une armée de fans dans nos motions qui nous expliquent par A plus B que ça n'a aucun sens. Donc là-dessus, on va terminer ce podcast. En tout cas, je pense que c'était de loin le podcast où on avait le plus à dire et on s'est le moins, je pense, forcé. Enfin, il y avait beaucoup de choses à dire, je trouve, sur ce match 3. Espérons que ça soit la même chose pour ce match 4 des finales qui arrive très vite. Et à noter que pour la première fois, entre le match 4 et le match 5, il y a 3 jours de pause. Autant vous dire que si par le Heat gagne le match 4, je pense que le monde NBA explose pendant 3 jours, parce que là un 2-2, ça serait vraiment incroyable. Là-dessus, on vous remercie pour votre fidélité encore, merci de nous avoir propulsés, pour ceux qui nous écoutent sur Apple Podcast, à cette première place du classement basketball sur la plupart du mois de septembre, ça nous fait vraiment extrêmement plaisir. Pour les autres, sur les autres plateformes de podcast, on vous invite à nous suivre et à vous abonner à Dunk Hebdo sur la plateforme de podcast, vous abonner aussi sur Twitter si vous avez un compte Twitter, et puis nous on se retrouve très vite dans 48 heures pour parler de ce match 4 des finales. Donc on vous souhaite un très bon match 4 et à très vite. Salut. Salut.